à tous. Bonjour les amis, les passionnés du sport auto, les fidèles de l'Afterlap, le podcast justement du sport auto avec un beau numéro aujourd'hui. Ah oui, je me réjouissais de réaccueillir de nouveau Guillaume Lafay avec nous, notre spécialiste, notre expert, notre consultant WRC. Bonjour Guillaume. Hello, Kila M2 and Hakuna Matata. Alors ça veut dire quoi donc? Tout simplement, bonjour à toutes et tous en Swahili. Voilà, ravi de retourner justement au Kenya, dans ce beau pays africain avec ses paysages magnifiques qui nous ont offert un rallye tout aussi magnifique, tout simplement. Quel professionnalisme, Guillaume, super, t'avais bien préparé ça, c'était une surprise même pour moi. Donc l'épisode 94, vous l'avez compris chers amis, en audio et en vidéo sur la chaîne YouTube de l'Afterlap va être entièrement consacré, bah oui, non pas au Grand Prix de Styrie de Formule 1, mais bien au WRC, car j'estimais qu'effectivement l'événement de ce week-end en matière de sport auto, c'était bien le grand retour du WRC en Afrique, au Kenya, au Safari, cette appellation mythique. Et avant qu'on détaille tout, Guillaume, parce qu'une fois de plus, il faut quand même avouer qu'on a une année incroyable. C'est vrai que ce retour, il y avait beaucoup d'émotions, on l'attendait tous. Moi, je dis, c'était d'évidence, et ça restera le rallye de l'année, parce que tout était fait pour que ce soit le rendez-vous qu'on voulait tous voir. Donc pour moi, on a vécu le rallye de l'année d'ores et déjà. Tu vois ce que je veux dire au niveau du contexte? Ouais. Est-ce que c'est ton impression aussi? Bah oui, et puis on en a déjà parlé, je l'ai répété à plusieurs reprises dans nos précédents épisodes. Moi aussi, c'est le rallye que j'attendais avec impatience. J'étais extrêmement déçu de ne pas l'avoir l'année dernière. Et effectivement, il nous a réservé des surprises, mais dingues, tous les jours, des paysages, encore une fois, magnifiques. Et il faut bien se dire aussi que malgré tout, ça aurait pu être encore plus surprenant si la météo avait continué à s'en mêler, si les autos avaient été peut-être un petit peu mieux adaptées aussi aux conditions. On y reviendra, mais ça a été un magnifique rallye et une très, très, très belle réussite. Ouais. On est d'accord. Les décors, évidemment, cette faune, c'est dingue. Le terrain, l'ambiance, la foule. Sébastien Ogier n'a cessé de le dire. Évidemment, on va revenir sur la victoire de Sébastien Ogier, absolument incroyable. Mais cette ambiance un peu Tour de France, cette ambiance de ce succès populaire, c'est vrai qu'on a vécu des moments fabuleux là. Ah mais oui, mais c'est clair, quand on voit les paysages, les vues d'hélicoptères ou les caméras embarquées, c'est juste magnifique, la variété des spéciales qu'on a eues, la variété des jours d'une journée à l'autre, avec le vendredi qui était complètement différent du samedi et encore du dimanche. Et puis cet engouement populaire, parce que comme tu le dis, il faut le souligner, les Africains aiment le rallye, aiment le sport auto, ils attendent ça avec impatience. On a juste à voir l'arrivée de la Power Stage où on voit les Maasai qui viennent entourer Sébastien Ogier, qui dansent autour de lui, qui sont ravis de lui faire un check parce qu'on peut plus se prendre dans les bras, on peut plus se serrer la main. Mais c'était fou cette ambiance. Et le monde au bord des spéciales, quand on sait malheureusement les difficultés qu'ils peuvent avoir à se déplacer parfois, voilà, l'Afrique aime le sport auto, aime le rallye. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Ils sont là parce que ça leur fait plaisir et parce qu'ils aiment voir ces autos et ces bouts de technologie qui viennent jusqu'à eux, quoi. Ah, non, je crois qu'on a vécu un moment fabuleux, magique, un peu improbable, un peu inattendu, même si on savait qu'on allait dépayser, mais là, c'était au-delà du dépaysement, t'as ressenti ça comme moi, ouais. Ah mais oui, quand on voit les caméras embarquées justement de Thierry Neuville qui passent à côté d'une girafe ou des zèbres qui traversent en plein milieu, ils savent pas trop s'il faut passer à droite, à gauche, c'est juste fou. Quand on voit un Rovanpera qui arrive à s'ensabler, on se serait cru au Dakar. Tu vois, ils n'avaient pas de pelle et c'est des trucs qu'ils n'avaient pas imaginés, mais il est obligé de se faire tirer par un 4x4 d'un local pour s'en sortir. C'est des contextes dont on n'a plus l'habitude en rallye et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de revoir ça. Et je pense que tu l'as vu, mais le Safari a donc été validé jusqu'en 2026, donc pour 5 ans. Et je pense que tout simplement parce que tout le monde, que ce soit les principaux protagonistes, les pilotes, les copilotes, toutes les équipes sur place, mais aussi les organisateurs et les locaux, ont été ravis de cette manche qui donne un nouveau souffle, je pense, au WRC.
Tout à fait. Ouais, non, c'était une destination qui était attendue. On sait bien qu'on ira au Japon en fin d'année et que c'est censé être un championnat du monde. Mais enfin bon, l'Amérique du Sud, on peut pas dire que ça fasse partie maintenant du calendrier. L'Amérique du Nord, on n'en parle même pas. Donc ce retour en Afrique était nécessaire. Alors, on sait, Guillaume, que tu as toujours un avis très pertinent, très pointu. C'est ça qui fait la force de nos épisodes. Et je t'en remercie encore une fois vraiment de m'accompagner cette année parce que c'est toujours un plaisir de t'écouter avec ce regard pointu que tu as. Moi, j'ai tendance à dire, parce que tu sais, je m'attache souvent un peu aux grandes histoires, parfois même au destin. C'était un retour 19 ans après dans le calendrier du rallye du Safari. Et moi, tu vois, dans ce genre d'histoire un peu légendaire qui s'écrit, j'étais presque prêt à parier qu'il fallait que le vainqueur soit un champion aussi légendaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je veux pas que Solberg ou Rovanperä ou Evans gagnent, pas. Bien sûr que non, tant mieux pour eux, mais quelque part, maintenant, j'ai tendance à penser que ça pouvait être Cogier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou Tanak, à l'arrivée, un champion du monde. Il fallait que ce soit à la hauteur de l'événement. Est-ce que ça t'amuse, ce genre de réflexion là que je fais un peu à voix haute? Oui, mais encore plus dans la dramaturgie qu'on a eue. Quel que soit le pilote qui aurait gagné à la fin de ce week-end, de toute façon, ça aurait été et ça a été quelqu'un qui est ressorti du lot. Il y a eu une vraie histoire pendant ce rallye. Même si Neuville avait gagné au final, ça aurait été un très très beau vainqueur parce qu'il aurait été constant sur tout le rallye. Il a eu des problèmes, il a eu une double crevaison. À la fin du samedi, quand il pilote sous la pluie, il croit qu'il va perdre 1 minute 30, et puis au final, à la fin de spécial, il revient comme un fou. Voilà, c'est un rallye qui a tenu toutes ses promesses. Je suis content qu'Ogier ait gagné, très clairement, parce que voilà, dans sa carrière, de gagner le Kenya encore en plus, c'est quelque chose, voilà, qu'il aura coché. Le Kenya, c'est un des rallyes les plus mythiques qui soit. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça m'aurait pas forcément gêné. On voit Katsuta qui était à 2 doigts de le gagner aussi. Qui aurait misé sur Katsuta en début de rallye? Enfin voilà, que dire. Je pense qu'on pourrait y passer des heures sur ce rallye. On va essayer de ne pas le faire parce que ça pourrait ennuyer certaines personnes, mais c'était un magnifique rallye et de revenir 19 ans après. Pour la petite histoire, 19 ans en 2002, donc c'est Colin McRae, mon idole, qui gagne. Deuxième, c'est Harry Rovanperä. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Kalle Rovanperä a juste 2 ou 3 mois. Il vient de naître en 2002 et cette année, pour le retour du Safari, eh ben, Kalle Rovanperä est au volant d'une Toyota que tu as derrière toi. Donc voilà, ça fait partie des petites histoires qui sont sympathiques aussi. Oui. Donc voilà, non, c'était un très très beau rallye. Voilà, alors on va revenir dans le détail sur le déroulement et les faits de course assez incroyables. Bon, c'est vrai que ça va être un épisode assez long, mais enfin bon, on va y aller step by step et puis on va le faire. Il faut le faire le boulot, il n'y a pas de problème et c'est un plaisir. Juste une petite remarque aussi d'avant départ. Moi, j'avais entendu parler que les voitures allaient être beaucoup modifiées, qu'il allait y avoir des renforcements à tous les niveaux. Alors, j'en ai vu, oui, notamment l'avant de la Toyota, là, mais ça m'a pas franchement frappé. Comment tu as analysé ça, toi? Eh bien, comme on en avait discuté dans les précédents épisodes, moi j'ai été un petit peu déçu, effectivement, de voir que les voitures, au final, ont été les mêmes que sur les précédents rallyes, notamment sur la Sardaigne. Esthétiquement, c'était exactement les mêmes. Comme tu le disais, il y a uniquement 2 choses qui se voyaient, c'est les grilles sur les Toyota qui ont été rajoutées pour éviter justement que les feuilles ne s'accumulent et viennent bloquer les radiateurs. Et puis sur la Hyundai, c'est les phares qui étaient clignotants pendant la spéciale, qui clignotaient tout simplement pour avertir les animaux, notamment pour essayer de ne pas avoir d'accident sur des animaux qui traverseraient. C'est les 2 seules choses qui ont été modifiées, tout simplement parce que la FIA, pour limiter les coûts, avait interdit toutes les modifications autres que des renforts sur les suspensions, sur les gardes, enfin sur les skis sous les voitures. Donc voilà, c'était tout simplement pour limiter les coûts. On a vu les limites que ça pouvait avoir avec une première journée qui a été très cassante et puis même un rallye dans son ensemble qui a été plutôt très contraignant pour les mécaniques. Il y a eu beaucoup de casses. Donc pour l'année prochaine, il y a déjà des discussions et je crois que c'est presque acté
que les WRC 2022 auront droit à effectivement rajouter des appendices comme le snorkel, le tuyau d'air qui vient sur le côté de la voiture, les phares additionnels, le pare-buffle éventuellement, plus d'autres protections et renforts pour protéger les voitures et que les pilotes puissent vraiment rouler à leurs mains, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire éventuellement que c'est le plus rapide des plus lents qui a gagné le rallye. Et c'est un petit peu dommage parce que voilà, ça n'aurait pas coûté aussi cher que ça de développer les voitures sans revenir à ce qui se faisait à l'époque du vrai Safari dans les années 90, début des années 2000, où là, on avait des Toyota, des Mitsubishi qui passaient des mois entiers. Des fois, ils passaient plus de 6 mois dans l'année en Afrique pour développer une voiture spécifique pour l'Acropole, pour le Safari et autres. Donc voilà, c'est la seule petite déception en fait que j'ai par rapport à ça. Voilà. Alors écoute, si on reprend les choses dans l'ordre, première spéciale, on l'a vu, elle était télévisée. Moi, j'ai été surpris effectivement de la terre battue, on va dire ça comme ça, cette couleur rouge. C'était un magnifique spectacle. On a tout de suite compris qu'il y avait une super ambiance sur le côté. Bon, ça, c'était génial aussi. La poussière, oui, alors ça, moi, je m'attendais pas à autant de poussière dans le sillage des WRC, mais on va dire tout s'est à peu près bien passé. Sébastien Ogier a réussi le meilleur temps de la première spéciale. Tant mieux pour lui. Sauf que le lendemain, donc, Sébastien Ogier est tombé de haut. Et là, c'est vrai qu'on s'est dit, oulala, ça commence très très mal. C'est ça, ça commence très très mal. Alors déjà, pour la poussière, effectivement, ça n'a pas été un problème au final, parce qu'avec les 3 minutes d'écart entre toutes les voitures, il y avait un peu de vent, donc personne n'a été gêné par la poussière, et ça, c'est une excellente chose. Et puis, dans l'habitacle, quand même. Beaucoup ont dit dans l'habitacle, oui, effectivement. Alors, il y a eu plusieurs choses, si on peut y venir dessus, notamment sur les Toyota. On se rendait compte qu'il y avait un petit peu plus de poussière que dans les Hyundai, et notamment sur les premières assistances, ils ont changé tous les joints autour des portes, des pare-brises et autres pour rendre la voiture un petit peu plus étanche. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas pris en compte, alors que Hyundai, par contre, eux, avaient beaucoup moins ce problème. Et tout simplement pour une raison particulière, c'est qu'ils ont développé au niveau de la trappe de toit qui est au-dessus du pilote des petites buses en fait qui viennent comprimer, enfin pas comprimer, mais qui viennent gaver le cockpit en air. De par un système tout simplement d'accélérateur, de venturi, l'air vient être comprimé à l'intérieur de l'habitacle, ce qui met l'habitacle en légère surpression et donc du coup qui empêche l'air extérieur de rentrer à l'intérieur du cockpit. Donc c'est pour ça que voilà, pour les Hyundai, c'est ce tout petit système très très simple qui a été imaginé. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour le Safari, mais en tout cas c'est en place. Et sur les Toyota, ils ont eu ce petit problème de poussière qui rentrait dans l'habitacle, mais qui n'était pas aussi problématique que ça, très clairement. Bon, alors Ogier est donc frappé par un problème d'amortisseur. C'est vrai que ça semblait être un problème qui pouvait arriver à tout le monde. Les amortisseurs, très clairement, ça a été le souci principal tout au long du week-end pour pas mal de protagonistes. Ogier, donc effectivement, a eu une fuite d'huile sur la jambe de force de l'amortisseur. Donc quelque chose qui arrive pas souvent, qui n'est pas réarrivé d'ailleurs sur les Toyota par la suite. Jari-Matti Latvala, à la fin de la première journée, disait qu'ils allaient réviser tous leurs amortisseurs pour être sûr que ça ne pose pas d'autres problèmes. Mais oui, ce problème qui coûte 30 secondes dans la spéciale à Ogier et 1 minute 30 dans la spéciale suivante, parce que là, et encore on pourra en rediscuter, mais on voit le professionnalisme de Ogier et Ingrassia. Quand on voit la caméra embarquée de la spéciale suivante, on peut remarquer ô combien il fait attention dans les virages à gauche pour pas mettre trop de pression sur l'amortisseur à droite, qui était celui qui était défectueux. Il conduit avec énormément de précaution dans ses virages à gauche, il soulage le plus possible, il évite tous les chocs sur le côté droit pour pouvoir ramener la voiture à l'assistance. Et il y arrive, il perd 1 minute 30, donc 2 minutes et quelques au total, mais il est à l'arrivée et il peut continuer par la suite. Si on est fan de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, j'imagine qu'on est passé par les cas de figure suivants. Le vendredi, on était un peu désespéré, mais en même temps, qu'est-ce qu'on constate ?
on constate que l'élimination a commencé, que Rovanperä est plus là, on va en reparler, que Evans est plus là, que Sordo est plus là. Donc on constate quand même d'emblée que le vendredi soir, le positionnement est pas mal. Donc on sait, connaissant notre Sébastien Ogier, que le samedi, il a la possibilité de mettre un petit coup de pression à tout le monde. C'est ce qui se passe. Et je te parle même pas de la fin, où quand tu sais qu'il revient à 8/10 de Katsuta à 3 spéciales de la fin, tout le monde sait qu'il va passer. Hein, on est d'accord, Guillaume. Là, c'était évident que Katsuta n'allait pas pouvoir résister à Sébastien Ogier, me semble-t-il. Oui, c'est sûr. Après, dès le vendredi, effectivement, comme tu le dis, Evans sortant dès la 3e spéciale, c'est la bonne opération pour Ogier, parce que quelle que soit sa position au final, il allait reprendre de l'avance quasiment s'il finissait dans les points par rapport à son poursuivant au général. Donc c'est mathématiquement une bonne chose pour lui. En plus, les autres problèmes de Sordo, de Rovanperä, la double crevaison de Neuville fait qu'il ne s'échappe pas trop. Les petits soucis de Tanak aussi, qui dit très clairement que de toute façon, il roulait à 60% pendant tout le rallye. L'effort aussi qui prenait 30 secondes, 40 secondes, parce qu'elles étaient aussi sur une stratégie de ramener la voiture quand c'était trop compliqué. Donc fait que, et puis le faible nombre de concurrents aussi, fait que même à la fin de la première journée, il est 4e ou 5e, avec toutes les chances sur les 2 jours suivants, parce qu'on savait très clairement que tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Et on est bien d'accord. On reviendra sur Neuville évidemment après, parce que pour moi ça a quand même été une surprise évidemment. Donc Sébastien Ogier, écoute, là, ça défie un petit peu l'entendement cette année, finalement. 4e victoire en 6 rallyes, 3e fois qu'il gagne en ouvrant la piste. Un scénario où quand même, qu'on le veuille ou non, il était très loin le vendredi soir, quand bien même on vient d'expliquer qu'il y avait vraiment des raisons d'espérer. C'est vrai que là, il est en train de faire quelque chose d'assez incroyable. C'est ce qu'on disait la dernière fois déjà. Pour moi, il est à son apogée. Il nous étonne tant et plus à chaque rallye. Il y a des conditions qui lui sont apparemment certes favorables. Encore une fois, il n'y a pas de chance. Et pour moi, il faut arrêter de dire qu'il est chanceux, que Neuville est malchanceux. Il y a de la réussite. Il y a une grosse différence pour moi entre chance et réussite. Très clairement, il a de la réussite. La chance, j'y crois pas trop, parce que encore une fois, je vous ai expliqué ce qui se passait sur l'amortisseur à droite. Une autre spéciale le samedi, je me suis amusé à regarder un petit peu les splits en fonction de ce qu'on voyait sur la route. Et jusqu'au milieu de la spéciale, Ogier, il se fait un petit matelas de 2 secondes et demie, 3 secondes d'avance. Et sur le split du milieu, il perd d'un coup 3 secondes et demie sur Neuville. Et il repasse donc 5/10 derrière avant de réattaquer et de gagner la spéciale avec 2 secondes et demie d'avance. Et tout simplement, cette partie du milieu, c'est là où c'était cassant, c'est là où il y avait toutes les pierres, où il fallait faire attention. Il y avait des portions sur 300-400 mètres où ils étaient à 30-40 km/h de moyenne. Mais voilà, il sait ménager sa monture, il sait attaquer quand il faut, et il sait qu'il est dans une position en tout cas où il n'a plus besoin d'attaquer tout le temps à 100%. Et c'est pour ça qu'il arrive à ménager sa voiture. Alors que Neuville, typiquement, dans la dernière spéciale du samedi, il est à bloc tout le temps, parce qu'il sait qu'il est sous la pluie, qu'il est en train de perdre énormément de temps par rapport aux autres qui n'avaient pas de conditions aussi humides. Il est à bloc, on entend les chocs dans la voiture, on sent que ça tape, il est énervé, ça se voit, et pas manquer, le lendemain matin, c'est là où ça casse. Alors voilà, quelles sont les causes, les liens, mais en tout cas, c'est vrai que Ogier et Ingrassia aujourd'hui, pour moi, continue de m'impressionner, et j'espère très très sincèrement que l'année prochaine il puisse continuer sur une année complète. Parce que, là tu abordes un sujet qu'effectivement on sent qu'en ce moment il y a des tractations, que ça en discute. Là, Dvala lui-même l'a publiquement dit, qu'il espérait, pourquoi pas, convaincre Sébastien Ogier de faire cette année complète. On sent qu'effectivement il y a réflexion, puisque tu ouvres la porte, là je m'y engouffre. On serait tous frustrés de n'avoir que effectivement, ce programme partiel qu'il a annoncé, et on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer quand même. Et puis à quoi bon? On a vu ce que ça a donné avec Loeb. Alors certes, il se faisait un petit peu plaisir sur les premiers rallyes parce qu'il était toujours dans le rythme. Il commence par le Monte-Carlo qui est un peu chez lui, etc.
mais derrière, c'est des compétiteurs, c'est des mecs qui roulent pour gagner, pas que pour se faire plaisir. Des rallyes, ils en ont fait tellement, ils peuvent en refaire tellement à droite à gauche que voilà, de se faire battre à la régulière, c'est pas ce qui les motive. Après, les line-up commencent à se mettre un petit peu en place. On a vu que Hyundai donc a validé Tanak et Neuville. Toyota a revalidé Evans et Rovanperä pour l'année prochaine. Katsuta, on se pose de moins en moins de questions sur lui. Après, reste chez Ford avec Greensmith, avec Fourmeau, qui, pour le coup, eux deux font aussi des belles performances. Et pour une fois, je tiens à souligner que Greensmith m'a plutôt impressionné dans sa gestion de la course, avec une belle bagarre aussi avec Fourmeau. Donc non, oui, j'espère que Ogier et Julien resteront sur l'année prochaine pour avoir une chance en tout cas d'aller chercher un 9e titre, je pense. Oui. Voilà. Les 8e, on va dire. Même si, encore une fois, et je tiens à le souligner, il faut raison garder parce que sur cette saison, tout peut tellement se passer, que ce soit au constructeur, au pilote, il y a certes une grosse avance, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une saison encore très particulière, que les protocoles Covid et autres peuvent faire que quelqu'un loupe un rallye à un moment parce qu'il est sous protocole Covid, voire que toute son équipe soit cas contact et ne puisse pas participer. Donc on ne sait pas, on sait pas, mais voilà, ça peut être intéressant pour la suite. Voilà, bon, écoute, ça on en reparlera parce que c'est évident que ça va être un feuilleton qui va quand même, je pense, nourrir un petit peu l'été du WRC, mais c'est vrai que d'ores et déjà la question se pose et l'envie, elle est là pour tout le monde que ça continue effectivement l'année prochaine pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Alors écoute, je voudrais que tu m'abordes le cas Neuville quand même, que moi samedi soir, mais j'ai pas pu regarder avec autant d'œil pointu que toi, c'est vrai, ce rallye, donc ce dont tu me parles pour le samedi soir, le rythme effréné de Neuville, et c'est vrai que j'ai lu là une déclaration de Sébastien Ogier qui dit qu'il avait dit à son équipe c'était un miracle que Thierry Neuville ait pu survivre en quelque sorte à samedi soir. Donc je veux bien croire qu'il y avait des signes avant-coureurs, peut-être que rien n'était fait pour Thierry Neuville, mais j'avoue que je croyais que c'était a priori fait pour lui, ça c'est vrai. Bon. Donc est-ce que tu crois sincèrement que peut-être, un peu comme l'a suggéré Sébastien Ogier, il faut aussi le reconnaître, que peut-être Thierry Neuville a trop tiré sur la machine, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, les journées ont été complètement différentes. Le vendredi a été très cassant, avec des spéciales quasiment de rallye raid, beaucoup de ce qu'on appelle le fèche-fèche, donc les petites, la poussière en fait très sablonneuse et qui vient créer des ornières extrêmement importantes. Pour le coup, par exemple, sur les deuxièmes passages dans les spéciales, d'habitude, les pilotes sont tous beaucoup plus rapides que lors du premier passage, mais là, ils étaient parfois 1 seconde à 1 seconde et demie plus lents dans le deuxième passage que dans le premier, parce que les voitures n'étaient pas assez hautes, ça talonnait en fait ce qu'on appelle le carter en dessous de la voiture touchait dans les ornières. Donc c'était un rallye qui était extrêmement cassant, très compliqué, avec le fèche-fèche justement qui s'accumulait dans les radiateurs. Plusieurs pilotes, notamment les Ford et les Toyota, ont eu des alarmes de température moteur parce qu'elles n'étaient plus assez bien refroidies. Et le samedi, on a eu un rallye qui était plus typé Portugal, Sardaigne, beaucoup plus roulant, avec des passages très caillouteux, mais beaucoup moins de sable, justement. Et ces parties justement caillouteuses étaient extrêmement exigeantes pour les voitures, pour les suspensions, pour les amortisseurs. Et le samedi, il y a eu une sorte de drame, et pour le coup, là, on peut parler de malchance pour Thierry Neuville, c'est qu'il était le dernier à partir dans les WRC, puisqu'il était en tête la veille, et il y a eu un orage. Un très très gros orage dans la dernière spéciale de la journée et pour le coup ça a impacté un petit peu les premières voitures qui partaient, un peu plus celles qui partaient 5e, 6e et c'était juste le déluge quasiment quand Neuville est arrivé en milieu de spéciale, donc pour le coup là c'est pas de chance du tout parce que là il n'y peut rien, mais c'est vrai que quand il a vu ça, il a attaqué. Il a attaqué à fond. Il a attaqué à fond parce qu'il s'est dit ça peut pas m'arriver. On le voyait même, il tapait sur son volant pendant la spéciale. Donc il a été à bloc de bout en bout. Il avait quasiment 40 secondes de retard au milieu de la spéciale et puis il finit finalement avec seulement 18 secondes de retard.
Donc oui, il a attaqué vraiment à bloc. Et puis le lendemain matin, le dimanche, il tape une pierre sur la droite qui n'est pas super grosse. Il y a d'autres, apparemment, il y a d'autres voitures, même en WRC2 derrière, qui ont tapé la même pierre et qui n'ont pas cassé la suspension. Alors après, ben oui, lui a cassé sa suspension sur la Hyundai. On l'a déjà vu sur les premiers rallyes, c'est un point qui est un peu problématique sur les Hyundai. Euh, qui s'explique aussi. Ils ont changé d'amortisseur cette année, ils ont changé de fournisseur d'amortisseurs, alors qui les a rendus plus performants. Parce qu'ils sont un peu plus souples, justement, ces amortisseurs. Donc, sur les rallyes, c'est ce qui a permis de combler un petit peu le gap de performance qu'il y avait en fin d'année dernière entre les Toyota et les Hyundai. Donc, grâce à ces amortisseurs, Hyundai a remonté un petit peu en termes de performance. Par contre, du fait qu'ils soient plus souples, les pièces qui sont autour, les bras de suspension, les fixations, etc., eh ben, ce sont elles qui se déforment un peu plus, qui reprennent un peu plus les chocs et qui potentiellement n'étaient pas dimensionnées et font qu'il y a des contraintes qui sont différentes des années d'avant et qui font que ça casse peut-être plus facilement. Donc ce qui est arrivé à Neuville dimanche matin, malheureusement. Et on entend André Adamo qui dit voilà, c'est pas normal. Une fois ça peut arriver, deux fois ça commence à être complexe, trois fois c'est juste inadmissible. Et là ils viennent de perdre 3 rallyes, ils viennent même presque de perdre 3 doublés à la suite pour les mêmes raisons. À chaque fois c'est ces suspensions qui cassent. Voilà, écoute, ça fait quand même 3 rallyes de suite, puisqu'on se retrouve après chaque rallye dans l'Afterlab, que nous racontons un peu la même histoire de la désillusion Hyundai et de ces problèmes récurrents. Là, effectivement, là, le mal, il est profond quand même. Voilà, le mal, il est clairement profond, il faut qu'il fasse quelque chose. Alors maintenant, les rallyes vont être peut-être un petit peu moins problématiques parce que ce qui reste sur Terre, ça va être l'Estonie et la Finlande qui sont certes complexes en termes de choc sur les sauts, mais il y aura moins de contraintes un peu complexes à gérer. Alors certes, il va y avoir l'Acropole, la Grèce qui est extrêmement cassant, et puis après on reviendra sur des rallyes asphalte. C'est une saison où il y a énormément de rallyes asphalte en termes de pourcentage par rapport aux autres saisons. Donc ça peut peut-être tourner à l'avantage de Hyundai sur cet aspect-là. N'empêche qu'il faut qu'ils fassent quelque chose au moins pour l'année prochaine. Donc on sait qu'ils ont recruté aussi l'ingénieur Christian Loriot, le Belge, qui va commencer à travailler sur la voiture. Ils ont recruté aussi un grand aérodynamicien venant de la monoplace pour travailler sur les nouvelles voitures de l'année prochaine. Donc on sait l'importance de l'aéro sur ces nouvelles WRC. Et puis voilà, on a su aussi que malheureusement, Alain Penasse, donc le directeur sportif, allait être remercié aussi par les grands pontes sud-coréens directement. Donc parce qu'il souhaite avoir vraiment du personnel à 100% Hyundai, alors que Alain Penasse avait une double casquette avec l'organisation du rallye de Ypres. Donc ils mettent en place vraiment l'échiquier et l'organigramme pour 2022. Donc il y a des choses qui vont changer. Est-ce qu'ils vont se pencher tout de suite sur 2022 ou continuer à développer la voiture 2021 ? Pour moi, comme je te l'ai dit, il n'y a encore rien qui est joué, même si c'est la mi-saison après ce rallye du Safari. Il n'y a rien qui est joué et des Tanak et des Neuville, tu ne peux pas les retenir d'attaquer. Oui. Écoute, j'ai envie de dire, si Tanak ne remporte pas le rallye d'Estonie, parce qu'on a envie de lui promettre et de lui offrir pratiquement même dès le début, tant mieux pour lui, mais bon, s'il ne remporte pas Estonie et si Hyundai ne gagne pas aussi en Finlande, là, effectivement, à mon avis, ça sera très très mal. La saison sera finie, je pense, hein, mais bon, on verra. Oui, là, c'est sur 2 rallyes, c'est pression maximale. Il faut absolument que Tanak gagne en Estonie, et c'est pas fait parce qu'il y a un petit Kalle Rovanperä aussi qui, sur ces routes-là, peut être extrêmement compétitif. Et puis surtout, tout le monde l'attend. C'est Thierry Neuville à Ypres, le rallye d'après, où voilà, personne ne comprendrait si Neuville ne gagne pas à Ypres et si Hyundai n'arrive pas en Finlande avec 2 victoires. Donc, c'est ça. Oui, je voulais dire Ypres en fait. Effectivement, après l'Estonie, il y a 2 rallyes qui effectivement se profilent a priori pour Hyundai. Tout à fait. Quelques questions en rafale, Guillaume, si tu veux bien. Si on revient sur Toyota quand même, qui n'a pas été épargné. Bon, Rovanperä, là, cette histoire fèche-fèche. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit qu'il n'y avait pas de pelle, mais est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui maintenant t'apparaît comme quelque chose de
de regrettable, voire d'une faute, de ne pas avoir anticipé à ce point-là? Comment tu analyses ça? Oui. Après c'est compliqué à anticiper. Voilà, faut pas oublier que les équipes, ça fait 19 ans il y a personne qui était allé au Safari. Et le seul qui était allé, c'était Malcolm Wilson avec les Ford. Et on voit la performance des Ford sur ce rallye. Ils ont extrêmement bien anticipé ce genre de choses. Qu'il n'y ait pas de pelle, effectivement, dans la voiture, oui, ça paraît étonnant, a posteriori. Après, qui aurait pensé qu'une WRC sans sable, même à l'époque des années 2090, mais voilà, les voitures étaient un petit peu conçues différemment. Il y avait moins de risques qu'elles sans sable. La garde au sol était plus haute. On avait des amortisseurs qui permettaient des débattements plus importants. Voilà, même Fourmeau l'a dit, et en passant juste après Calero Vanpera, moi aussi j'ai failli m'ensabler, et pourtant je savais à cet endroit-là que c'est là où lui s'était ensablé, puisqu'ils avaient interrompu la spéciale à ce moment-là. Et on a vu aussi sur les réseaux Daniel Elena qui faisait un petit post en disant écoutez, voilà, on nous a offert ça quand on est parti de chez Hyundai pour le Dakar, ça pourrait peut-être vous servir pour les prochaines fois. Donc oui, on peut le prendre avec le sourire, mais c'est quelque chose qui fait pas forcément rigoler parce qu'on pense à plein de choses. Les voitures étaient 20-30 kilos plus lourdes parce qu'ils avaient renforcé toutes les suspensions, les bras, les jambes de force et ce genre de choses. Mais typiquement, voilà, ça, on n'y avait pas pensé. D'accord, oui, effectivement. Et ce que tu as dit, ça m'a aussi alerté, ça semble évident. Alors, Evans, lui, pas de chance, parce que c'est vrai que cette pierre un peu à l'intérieur d'un virage, elle est assez grosse, la pierre, quand même. Ouais, faut avouer, il va la chercher quand même. Hein. Ouais. Il va la chercher bien à l'intérieur. Alors, elle est dans des feuillages, certes, dans les reconnaissances, ils ne l'ont pas vue. Ouais. Mais bon, il est quand même bien à l'intérieur. Il tape dedans. Oui. Là, pour le coup, c'est 100% sa faute. Et voilà. Bon. Donc ça, il a 34 points de retard maintenant sur Sébastien Ogier. Donc effectivement, il a fait la bonne opération mathématique, Sébastien Ogier, quoi qu'il arrive, et en plus avec la victoire. Alors Katsuta, lui, est-ce qu'il est passé à travers toutes les gouttes? Parce que j'ai peut-être pas tout suivi à la minute près, mais j'ai l'impression que à la fin, de toute façon, c'est formidable, hein, cette deuxième place. Quelle belle récompense pour son année et sa montée en puissance, dont on parle depuis un certain temps. Alors, pour moi, c'est le seul, effectivement, qui n'a eu aucun problème. Ouais. Tout simplement. C'est le seul qui a été constant du début à la fin. Il avait un rythme tout à fait correct, supérieur à celui des Ford le premier jour, qui, pour le coup, elle était peut-être un peu trop en retrait, voulant trop assurer, puisque sur les premières spéciales, Fourmeau et Greensmith prenaient entre 40 et 50 secondes, alors Katsuta était plutôt aux alentours des 20-25, donc il roulait à son rythme, il roulait à sa main. Il a un copilote extrêmement expérimenté, Dan Barrett. Pareil, dans les caméras embarquées, on entendait qu'il disait slow down, calme-toi un petit peu, voilà, un peu à la manière de Nicky Grist avec Colin McRae qui arrivait à le calmer, et c'est pour ça qu'il a gagné trois safaris malgré sa fougue que tout le monde connaît. Mais Katsuta nous fait un rallye d'enfer pour moi. Il est deuxième à la fin de la première journée, deuxième à la fin de la deuxième journée. Il mène le rallye pendant deux spéciales. J'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est peut-être bien le premier pilote japonais à mener une manche du WRC. Même à deux spéciales de la fin, ils sont égalité avec Ogier. Donc sur un rallye comme ça qui se joue à la minute, d'avoir un classement général au 10e près égalité, c'est assez impressionnant. Mais oui, le dimanche, on savait que de toute façon, Ogier repasserait devant, même sans donner de consigne d'équipe. Oui. Parce que Ogier avait des pneus qui étaient un peu plus sauvegardés que Katsuta. Il avait des softs pour la dernière journée. Et puis Katsuta peut très très largement se satisfaire de cette deuxième place, voire de la troisième place qui l'attendait si il n'avait pas eu son problème. Mais c'est magnifique pour Toyota, c'est magnifique pour le championnat du monde. Que Toyota gagne en Afrique avec un pilote japonais sur le podium, quelle meilleure pub pour tous les pick-up Toyota qui roulent dans les pays africains. Donc non, c'est beau et je m'y attendais pas, mais bon, sur les autres rallyes, je pense pas qu'il puisse gagner encore, parce que les conditions sont bien différentes.
mais quelques autres podiums, c'est pas impossible. Ouais, tout à fait. Bon, super. Parle-moi d'Adrien Fourmeau alors, parce que il y a une question que je dois te poser parce que j'ai pas vu l'image. C'est quoi cette histoire alors d'avoir pris le raccourci ou d'avoir coupé une trajectoire? Moi, j'ai lu que ça avait été comment dirais-je, un court-circuit intelligent. C'est-à-dire qu'il a bien joué le coup et effectivement, ça l'a aidé en quelque sorte. Oui, très clairement. Alors déjà, Fourmeau fait un super rallye, de la même que Greensmith. Ils font tous les deux un rallye très très intelligent avec quelques petites problématiques. Greensmith a cassé une barre anti-roulis à un moment qui lui a fait perdre un peu de temps. Fourmeau a sa trappe de toit qui s'est envolée à un moment aussi. Il a fait une demi-spéciale avec de la poussière plein le cockpit justement. Donc pareil, qui lui fait perdre un petit peu de temps. Mais sinon, ils sont restés constants dans l'effort avec une Ford extrêmement fiable. De toute façon, on le sait que l'expérience de M-Sport dans ces conditions fait qu'ils sont toujours très, très compétitifs en termes de fiabilité en tout cas. Et effectivement, Fourmeau, Adrien et Renaud Jamoul ont fait un petit cut, une petite coupe dans un passage. Alors, au safari, il faut savoir que parfois, pour contourner un arbre, pour contourner une grosse pierre, il y a deux routes qui passent. Et dans les cases du roadbook, pendant les reconnaissances, il n'y avait rien d'indiqué à cet endroit-là. Donc, 95% des pilotes ont suivi la route principale qui passait sur la droite de ce bosquet. Et eux ont vu que sur la gauche, c'était pas plus court, mais en tout cas beaucoup plus carrossable. C'était plutôt de l'herbe qui permettait de gagner du temps parce qu'il y avait moins d'ornières, etc. Et donc eux ont décidé de passer à gauche. Mais en tant que tel, il n'y avait pas de précision dans le roadbook. Mais un recours a été posé. Les commissaires ont analysé ça. Ils ont vu qu'il y avait un gain de temps qui avait été réalisé. Et ils ont décidé de lui mettre 10 secondes de pénalité. Et il finit avec 9 secondes 9 d'avance sur Greensmith au général. Ah oui, mais ça a été calculé justement, tu crois? Il prend la 4e place et il perd la 4e place pour un 10e. Je sais pas si ça a été calculé. Non, mais moi, c'est la première chose que j'ai regardé à la fin de la Power Stage, c'est l'écart qu'il y avait entre les deux. Et je me suis dit, purée, s'il prend une 10 secondes de pénalité, il va passer derrière. Mais il aurait eu 10 secondes une d'avance, je pense qu'il prenait 10 secondes de la même manière. C'était juste pour marquer le coup. Mais très clairement, Adrien, il a fait une course magnifique. Gus Greensmith aussi a fait une très très belle course. Qu'ils finissent 4 ou 5 ou 5 ou 4, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien pour Ford, ça ne change rien pour leur avenir de toute façon. Donc on retiendra juste qu'ils font une très très belle course. Mais là où il a coupé, Adrien, c'est cette spéciale qu'il avait gagnée? Ou c'était une autre? Non. Donc il a bien gagné sa première spéciale, on est d'accord aussi. Il a gagné sa première spéciale qui est, et chose intéressante qui va te faire plaisir aussi, c'est la 100e spéciale de l'année du WRC, et qui a remporté donc par Adrien Fourmeau et Renaud Jamoul pour la première fois de leur carrière. Donc, qui s'accompagne aussi de plusieurs deuxièmes places sur d'autres spéciales. Donc, un très très beau rallye. Oui, il continue de prouver. Et aujourd'hui, je pense que personne ne comprendrait s'il n'était pas chez M-Sport l'année prochaine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nos amis anglais qui parfois ne sont pas totalement dithyrambiques sur des forces étrangères qui montent en puissance. Je vois que là, c'est l'appellation Rising Star qui commence à être de plus en plus à poser Adrien Fourmeau. Donc, l'homme qui monte et effectivement, là, une force qui va devenir une force du WRC. Oui, je crois que ça y est, on a compris là qu'on avait quelque chose. Et c'est vrai qu'au niveau français, c'est une excellente nouvelle. On a effectivement un espoir de voir une belle histoire se continuer avec Adrien Fourmeau. C'est vrai. C'est ça, surtout avec les soutiens financiers qu'il peut avoir pour le moment avec la fameuse boisson énergétique au taureau ou même la FFSA qui joue énormément de jeu derrière. Malcolm Wilson a bien compris aussi que c'était justement la star montante et qu'il fallait lui donner sa chance, ce qu'il fait de plus en plus. Donc voilà, à voir dans les prochains rallyes. Il faut qu'il continue à confirmer, mais il est sur la très très bonne voie, c'est sûr. Tout à fait. En revanche, là, comme ça aussi dans la petite série, les réflexions au passage, Sordo, là, ça va faire un peu tâche, non? Ouais, là, c'est un petit peu compliqué, effectivement, mais bon, encore une fois, il n'est pas forcément dans la bonne position. Bon, cette fois,
il n'a pas trop d'excuses parce que c'est lui qui sort en premier dans les pilotes aptes à marquer des points pour Hyundai. Donc c'est lui qui les met aussi un petit peu dans la panade pour la suite. Il était désolé, il l'a admis lui-même que c'est pas dans ses habitudes de faire autant de fautes. Alors, est-ce qu'il est un petit peu dans l'expectative aussi pour l'année prochaine, dans le doute, à devoir prouver? Ouais. Compliqué à dire, on n'est pas à sa place. Il a un nouveau copilote aussi depuis très peu de temps, donc non, c'est compliqué de se mettre à leur place. Ouais, tout à fait. J'ai pas suivi, je te le dis franchement, tout le classement avec d'autres catégories, mais il y a juste une histoire que j'ai cru comprendre, mais c'est pas un piège que je te tends en te posant la question, parce que t'es pas obligé de tout savoir non plus, mais t'as pas lu qu'il y avait une victoire dans une catégorie d'un pilote kényan et que c'était le frère d'un pilote qui s'est blessé assez grièvement il y a 2 jours au début du rallye, non? T'es au courant de cette histoire? Alors, je ne sais pas exactement. Alors, ce que je sais, c'est qu'en WRC2, on a l'habitude de parler des autres catégories. WRC2, il y avait un seul engagé, c'était Martin Prokop qui fait des tonneaux à la 5e spéciale. Donc, au final, il n'y a aucun arrivé en WRC2. Donc, ce qui arrange un petit peu les Mikkelsen, Rosberg, Boulaccia aussi, qui n'avaient pas fait le déplacement pour diverses raisons. Et en WRC3, donc c'est Onkar Rai qui gagne effectivement, un Kenyan qu'on a vu à l'arrivée de la Power Stage avec sa Polo R5. Je t'avoue que je ne sais pas quel lien il pouvait avoir. Dans l'équipe, là, je lisais l'article de Jérôme Bourré, notre ami Jérôme, ce matin, avant de te parler, là, il dit que son frère a été accidenté il y a deux jours auparavant, donc j'imagine que c'est dans le cadre du rallye, et il a l'air de dire que ça a été un accident très sérieux, donc effectivement, à la rigueur, il y a une belle histoire, mais enfin bon, un peu drame, quoi. Ouais, en tout cas, il était extrêmement ému à l'arrivée de la Power Stage, ça c'est sûr. Ça, ça c'est certain. Après, donc lui, il gagne en WRC3. Et l'autre belle histoire, alors qui s'est un petit peu mal terminée, hein, mais l'autre histoire à noter, c'est la participation de Sobieslo Zazada, qui est un ancien champion d'Europe des rallyes dans les années 70, pour te dire, et qui donc avait et a 91 ans. 91 ans. Donc, c'est le plus vieux participant à un rallye de championnat du monde. J'ai vu ça, effectivement. J'ai vu passer, oui. J'ai pas tout compris. Je me suis dit, ah bon, mais c'est vrai, c'est quoi? C'est maintenant? Ouais, c'est un Polonais donc, qui a 91 ans, qui est le plus vieux pilote depuis 1994 et la participation d'un Norvégien qui avait, lui, 82 ans au Monte-Carlo. Donc, une épreuve aussi très compliquée, mais un peu moins demandante physiquement. Mais là, donc Zazada, 91 ans, malheureusement, il abandonne dans la toute dernière spéciale, la 18e, sur un problème mécanique. Ah oui. Sinon, il était même à la 25e position jusque-là. Donc un bel exploit de sa part et surtout une dévotion au sport mécanique qui mérite d'être soulignée. Ah oui, non, extraordinaire. Bah écoute, merci pour l'histoire, d'avoir un peu fouillé le truc, parce que oui, j'ai vu passer ça, mais j'avais pas vraiment complètement approfondi la question. Bon, bah merci Guillaume. Bah écoute, je crois qu'une fois de plus, nos auditeurs et spectateurs seront vraiment enchantés de tes lumières et de toutes les infos que tu nous dégotes. Merci vraiment beaucoup pour ton expertise. C'est vraiment le terme qui s'impose. Et écoute, de toute façon, on a pris le pli, hein, donc on va se retrouver régulièrement après chaque rallye. Donc là, on a 3 semaines, hein, c'est ça, avant l'Estonie. Hein, voilà. Bon, bah écoute. Bon, après, voilà, il y avait juste 2-3 autres petites choses. Notamment, chez M-Sport, voilà, on savait que c'était un petit peu un rallye compliqué pour eux. On a vu aussi dans les caméras, et peut-être que certaines personnes se sont posé la question de pourquoi Malcolm Wilson, Richard Milner n'étaient pas sur place. Tout simplement, c'était en raison et c'est d'autant plus à souligner par la belle performance de M-Sport, c'est qu'ils avaient un personnel extrêmement limité sur place, parce que comme ils sont basés en Angleterre, quand ils rentrent en Angleterre, il y a une quatorzaine à respecter, et donc ils ne pouvaient pas envoyer autant de personnes qu'ils le voulaient. C'est notamment la raison aussi du forfait de Suninen, qui devait faire le WRC2 avec une Ford, mais qui finalement n'y est pas allé parce qu'ils ont voulu limiter au maximum le personnel sur place. Et tellement le limiter qu'ils ont fait appel à des mécanos en local, d'autres équipes de sport auto qui étaient sur place pour pouvoir assurer l'assistance des voitures officielles. D'accord. Donc voilà.
Bon, ouais. Écoute, super, mais c'est vrai que oui, on voit bien que l'Angleterre et d'autres pays, je voyais, hein, tu sais, l'Australie qui m'est chère, ça y est, Sydney s'est reconfiné, le Portugal, je crois, n'est pas terrible. C'est pas terminé encore cette histoire et toute cette épée de Damoclès Covid, hein, tu l'as rappelé, va continuer de peser sur les événements sportifs, oui, tout à fait. C'est ça. Bon, à titre personnel, j'ai reçu ma 2e dose, voilà, je me permets de partager cette info. Mais bon, oui, que sera notre rentrée, que sera les semaines à venir, la question se pose toujours, on est parfaitement d'accord. Bon, Guillaume, je crois qu'on a quand même été complet, 45 minutes encore ou presque d'Afterlap, dis donc, hein, on est complet là. On a été complet à une seule chose près. Voilà. Qu'est-ce qui une petite surprise. Alors, il faut 2-3 petites secondes. En mode audio, je précise, si vous nous écoutez sur l'afterlab.com, c'est que Guillaume est en train de mettre une combinaison, carrément Peugeot, je vois, avec un casque qu'il chausse, magnifique. Voilà, le casque et la combinaison donc, de mon ami Denis Giraudet, qui m'a été très gentiment prêté pour notre exposition Auto Mini Racing. Génial. Donc voilà, le casque de 2001. De la Peugeot 206 de la Peugeot 206 WRC. Voilà, donc la dernière victoire de Didier Auriol en championnat du monde. Et tout simplement, je voulais faire ce petit clin d'œil parce que Denis Giraudet, comme tu le sais, travaille et c'est pas vraiment un travail, mais collabore énormément avec Romain Dumas. Et donc voilà, je voulais faire un petit coucou aussi et adresser toutes mes félicitations à Romain Dumas, au RD Limited Team, qui n'a pas expliqué, qui a encore brillé hier, puisqu'ils finissent 2e au scratch avec cette Porsche. Et puis Raphaël Astier aussi, qui finit 5e au scratch et 1er dans la catégorie Open avec une autre Porsche. Donc ça a été un week-end très très chargé en sport auto, mais du côté, on va dire, rallye, course de côte, c'était les 2 choses les plus importantes, on va dire, avec le Safari. Donc voilà, un petit clin d'œil à nos pilotes français qui s'exportent, et donc un petit clin d'œil aussi à Denis, mon ami, que je salue bien bas, et on ne peut que souligner sa très très grande carrière de copilote, d'organisateur, de logisticien aussi dans de nombreuses équipes. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil américain. Écoute, super pour le clin d'œil, et c'était vraiment très sympa de te voir là comme ça avec cette combinaison. T'as pas un petit modèle réduit à nous présenter dans le cadre d'Auto Mini Racing, pas chaque fois, non. Non, pas cette fois. J'ai pas eu le temps de travailler dessus encore, tu vois. Donc non, la prochaine fois, par contre, promis, je reviendrai avec une petite nouveauté, et puis peut-être des nouveautés aussi, puisqu'on a visité des locaux qui pourraient nous accueillir et permettre de voir encore plus grand. Voilà. Bon, tu nous tiens au courant, tu le sais, Auto Mini Racing, effectivement. Et le compte Instagram de Guillaume, c'est laflaf25. N'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. Allez Guillaume, je te libère, je te remercie surtout. Et puis je te donne rendez-vous d'ores et déjà dans 3 semaines pour parler de l'Estonie et effectivement de cette fabuleuse saison, je remploie l'expression WRC qu'on est en train de vivre ensemble, et vraiment merci pour ta disponibilité. Porte-toi bien Guillaume, à bientôt. Merci LFB, merci à toutes, merci à tous. Bon Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine et puis à très vite. Salut. Salut.